et bienvenue sur la chaîne YouTube Investir comme elle. Donc aujourd'hui, nous sommes en présence de Lara. Bonjour Lara. Salut les filles. Alors Lara, tu es née où et quand? Alors, je suis née le 13 novembre 1990 à Toulouse. Tu investis où? Alors, j'investis dans le sud de la France et en Argentine. Ok, tu es plutôt achat-revente ou location? Location. Quel est ton objectif dans la vie? Je dirais profiter. Ok, c'est quoi l'immobilier pour toi? Alors, l'immobilier, c'est pas mal de cheveux blancs. Mais sinon, c'est un moyen et maintenant, c'est devenu presque une obsession. Investir au féminin, est-ce que ça change quelque chose? Ouais, pour moi, ça change beaucoup. Je pense qu'en tant que femme, on doit donner l'exemple et puis motiver d'autres personnes. Ok, est-ce que tu as un mot pour le fun, Lara? Ouais, je dirais en espagnol, du coup, vamos para arriba. Qu'est-ce que ça veut dire? On y va, on se lance, en avant, en en avant. l'air. All right. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelles sont ta ou tes activités aujourd'hui? Ouais, j'ai 31 ans. Je vis en Argentine, je vis en Amérique latine depuis 11 ans, en fait. J'ai commencé par un échange universitaire. Et puis après, les choses entraînant une autre, je suis restée en Argentine. J'étais aussi au Chili, en Uruguay. Là, actuellement, je travaille dans la communication institutionnelle et la levée de fonds. Voilà. Ensuite, je suis aussi professeure, donc spécialiste en linguistique. Je gère aussi de l'immobilier. Ok, à distance du coup. Tout est à distance, tout à 11 000 km, c'est ça. Waouh. Ok. Alors du coup, ça fait un bon enchaînement. Du coup, sur comment est-ce que tu as ciblé le ou les secteurs où tu investis du coup? Parce que là, on parle d'une sacrée distance. Oui, c'est vrai. Pas très original, je suis restée sur ma ville d'origine, ma ville natale, donc à Toulouse. Au moins, je sais que j'avais de la famille qui pouvait gérer en cas de problème. Et je suis passée par un investissement clé en main, en fait. Et j'ai demandé à ce que ça soit à Toulouse, parce que déjà, je connaissais tous les quartiers, j'ai passé 20 ans. Et voilà, c'était plus facile à gérer. Ce qui est pas mal aussi à Toulouse, c'est qu'il y a une partie patrimoniale. C'est une grande ville, c'est la 4e ville de France. Et on pouvait aussi trouver, selon les quartiers, de la rentabilité. Donc, ça combinait bien les deux. Ok, Génial. Et du coup, qu'est-ce qui t'a décidé, pourquoi tu as investi dans l'immobilier au départ? Alors, je travaillais beaucoup. Donc, je pu faire des semaines à 60 heures, 70 heures, etc. Et puis, en rentrant, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça la vie? Et puis, en plus, le salaire n'était pas non plus corrélé au nombre d'heures, quoi. C'était des nombres d'heures comme ça, presque pour le fun, pour faire avancer les projets, pour faire avancer l'institution. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça la vie? Et je me suis dit, non, il doit y avoir d'autres manières que de travailler toute la journée. Donc, j'ai tapé sur Internet, comment être rentier? Et puis là, je commençais à voir l'immobilier en sachant que ça me plaisait déjà l'immobilier et j'essayais de mettre de côté pour initialement acheter cash quelque chose. Voilà, maintenant, on y pense et puis on dit, non, il faut profiter de l'effet de levier, bien sûr. Et donc, j'ai commencé à mettre de côté. Puis, petit à petit, avec les vidéos, les formations, etc., j'ai pu me lancer et j'en suis très contente. Ok, génial. Donc, comment être rentière sur Internet? Ouais. C'est ça. On a tous commencé quand on a fait une petite question sur Google. Et finalement, ça marche. Google a des réponses. Évidemment. Alors, on en parlait tout à l'heure. Tu nous as dit que être une femme, ça changeait beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça change pour toi d'être une femme dans l'immobilier? Je parlais un petit peu d'exemple, de donner l'exemple. Alors, c'est pas que je suis un exemple à suivre, loin de là. En tout cas, pas surtout. Mais
c'est vrai que quand on voit qu'il y a 20% des femmes qui investissent dans l'immobilier, on se dit, mais les autres 80%, ils sont où? Et puis en plus, dans ces 20%, il y en a qui investissent souvent dans leur résidence principale parce qu'elles sont en couple. Et finalement, on voit que les femmes, ce sont celles, je parle vraiment statistiquement sur les faits, qui gagnent le moins, qui sont les plus marginalisées, qui seraient le plus, on va dire, en détresse en cas de séparation, etc. Et donc, je me suis dit, mais il faut absolument avoir quelque chose, n'importe quelle femme, au moins d'avoir un toit, si c'est en cas de problème, et sinon des revenus passifs, parce que la situation de vie fait que après on peut vite se retrouver sans rien. Voilà, si on n'a pas non plus d'emploi déclaré, qu'on travaille avec son conjoint ou sa famille, etc. Après, en cas de problème, ben, on se retrouve quand même assez désœuvré. Donc, je pense que ça ne change pas grand-chose quand on se présente devant une banque, si on a un emploi salarié, etc. Donc, on est finançable. Mais je pense que ça change beaucoup de choses dans l'énergie qu'on y met et de voir aussi pour quel objectif et vraiment pouvoir affronter, se protéger en cas de n'importe quelle situation. Donc oui, ça change beaucoup de choses dans l'enthousiasme et l'énergie parce que voilà, on sait pourquoi on le fait. Ok, génial. Il y avait plein de points importants. Ouais, là, il y a beaucoup de choses. Hein. Tu viens de dire. Oui. Toi, aujourd'hui, donc, tu parles de famille, d'environnement, de travail en famille, etc. Et aujourd'hui, toi, tu investis comment? Tu as quelle situation familiale, en fait, aujourd'hui? Bah là, moi, j'investis seule, d'abord, et maintenant, j'investis en couple. Ok. Voilà. Ok. J'ai parti seule. Ok, génial. Et tu investis aussi en Argentine ou que... Oui, alors, ouais, il y a 3 mois, j'ai acheté un appartement en Argentine. Yes, cool. Donc, c'est assez spécifique. C'est très différent de la France? Ouais, assez. Déjà, il y a un marché qui est compliqué. Enfin, c'est un pays en crise, c'est un très beau pays, mais c'est un pays en crise économique. Donc là, en ce moment, tout le monde veut vendre parce que veut partir du pays. Mais il n'y a personne qui achète parce que personne n'a de l'argent. Okay. Et donc, en fait, il y a un nombre de biens inimaginables sur le marché avec des ventes qui se font à 3-4 ans. Donc, c'est vraiment pas, le marché n'est pas du tout tendu. Et parce que aussi, il n'y a pas de crédit immobilier comme en France. Pas du donc, tout. il faut acheter cash. Waouh. Ouais, c'était la question que j'allais te poser. Ouais. Est-ce que tu avais besoin de... C'est même pas genre 30 ou 40% d'apport, c'est cash. Ouais, c'est cash. Il y a juste bah, là pour ma part, un organisme privé qui m'a financé les 30% restants. Donc j'ai mis 70%, pardon, et on m'a financé 30%. Effectivement, ça limite le nombre d'acquéreurs. C'est très voilà, c'est ça. Ouais, c'est très bien que tu parles de ça parce qu'en fait, souvent dans la communauté, on a des femmes et des hommes d'ailleurs qui n'osent pas, qui se posent plein de questions, qui ont peur parce que c'est peut-être des gros montants, mais en fait en France, avec le recul, tellement de chance. On a une putain de chance. Désolée du mot, mais il faut le dire comme ça. On a vraiment énormément de chance d'avoir ce crédit qui nous permet de financer les biens, quoi. Regarde-toi. T'imagines, financer un bien cash, ça commence à être des montants importants, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, et puis si tu veux... il faut pouvoir les mettre de côté. Même là, si c'était un tout petit truc, voilà, il faut quand même... c'est pas mais même si tu enchaînes les petits trucs, quand tu mets combien de temps pour mettre assez de cash de côté pour enchaîner? Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais d'ailleurs, quand je parle de l'immobilier en France, donc du coup, je suis à ma 7e acquisition, tout le monde me demande, mais comment ça se fait que la banque, elle te prête à nouveau alors que tu en as déjà un? Et j'ai dit, oui, mais ça s'autofinance, etc. Et tout le monde hallucine, quoi, le système en France. Du coup, Alors, justement, tu nous dis que tu en es à ta 7e acquisition. Si on tourne un petit peu dans le passé, quel a été ton tout premier investissement? Comment est-ce que tu as commencé? Ouais, alors mon tout premier investissement, c'était un T2 à Toulouse, 42 mètres carrés, que j'ai acheté il y a 3 ans. J'ai signé le compromis fin 2018 et acheté début 2019. Donc dans l'ancien monde. C'était un financement à 110%. Alors j'avais un peu d'argent sur le compte, mais en fait, on n'y a pas touché.
La banque m'a suivi avec les frais d'agence, les frais de notaire, même l'ameublement, enfin les petits travaux où c'était la cuisine, la peinture et l'ameublement, comme j'étais à distance. Je suis passée par une entreprise qui s'occupait de tout, donc c'est vrai que c'était une seule facture avec tout ça, donc tout était englobé. Et si j'ai mis 1 500 € quand même sur ce bien. Les frais de dossier. Ouais, limite les frais de dossier, c'est ça. La caution, les frais de dossier. Et tu l'exploitais en longue durée, meublé à l'année Oui, c'est ça, longue durée, meublé à l'année, LMNP. Maintenant, j'ai basculé LMP parce qu'il y a plus de revenus locatifs. Et en fait, moi, je n'ai pas de salaire en France. Ah oui. Vu que je suis non-résidente fiscale, donc directement, je bascule. S'il y a plus de 23 000 € de chiffre d'affaires, je bascule en LMP. Ok. Et donc aujourd'hui, tes 7 acquisitions sont sur le LMP actuellement, ou tu investis en société 5. J'ai 5 acquisitions en LMNP, qui passe maintenant à LMNP. J'ai l'appartement à Buenos Aires dans lequel je suis en train de faire des travaux, des gros travaux, on a tout cassé. Donc voilà, là c'est plus le décor d'un film d'horreur qu'un appartement. On a acheté un appartement et finalement maintenant c'est vraiment un gros chantier. Et après le 7e, c'est un petit peu particulier parce que c'est un viager. Okay. Ah ouais. Alors c'est un viager mais libre, c'est-à-dire que je récupère les loyers. C'est-à-dire que la venderesse ne vit pas dans l'appartement, elle le louait déjà à quelqu'un. Ah. Et donc moi je récupère ses loyers. Et ensuite moi je paie une rente donc à la venderesse qui est inférieure au loyer. Donc en fait c'est comme si c'était du coup la vendeuse qui me faisait crédit et je passe pas par un établissement bancaire. Voilà, c'est un petit peu complexe et l'avantage c'est que c'est aussi une vente à terme, donc on a fixé une échéance. Je paie la rente quoi qu'il arrive pendant 12 ans et si la vendeuse décède, je paierai à ses héritiers. Voilà, il n'y a pas d'aléa en fait, on a fixé ce qui est un peu différent du viager ou du viager occupé qu'on connaît traditionnellement. Voilà, il n'y a pas d'aléa sur le décès justement du vendeur, etc. Et c'est quoi l'intérêt pour la venderesse, plutôt que de percevoir ses loyers, que ce soit toi qui perçoives ses loyers, et elle, du coup, elle perçoit une rente qui est inférieure au loyer. C'est quoi l'intérêt pour elle ? Oui, alors déjà, il y a un petit bouquet aussi. Donc, d'accord. Déjà, c'est comme si on mettait un apport. Donc, elle va recevoir, je crois, dans les 20 000 €. Donc, et ensuite, pendant 12 ans, ça lui assure une rente qui ne sont pas des revenus fonciers, donc imposés comme des revenus fonciers. Okay. Mais si elle a plus de 70 ans, déjà, elle a une décote sur la rente qu'elle touche. Et voilà, c'est beaucoup plus avantageux au niveau fiscal. Ça permet aussi, sur certaines typologies ou de biens ou de villes, de pouvoir toucher un nombre plus important d'acquéreurs. Parce que du coup, on peut toucher aussi des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire parce qu'ils sont auto-entrepreneurs, voilà, qui ont une situation qui n'est pas idéale pour les banques. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi pour elle. Donc elle a vendu assez vite. Ok, super, merci pour ces précisions, parce qu'effectivement, je me dis pourquoi, quel est l'intérêt pour elle ? Parce qu'il y a forcément un intérêt pour les deux parties. Bien sûr. Que ça se fasse. Ouais. Donc, ok. Et après, qu'est-ce que tu as comme autre typologie d'investissement du coup ? Alors, comme celui-ci a bien marché, c'était à Toulouse, ça s'autofinançait pour Toulouse et puis ça dégageait aussi un petit cash flow. Je me suis dit, c'est génial, on va en faire un autre avec la même personne, le même chasseur de biens. Et il m'a trouvé donc à peu près la même typologie dans une résidence sécurisée à 300 mètres du premier. Donc voilà, quand ça marche, on peut le répéter. Oui, ok. Donc ça, c'était les 2 premiers à Toulouse. Après, j'ai fait un autre dans une ville de 10 000 habitants, à 30-40 minutes de Toulouse. Donc là, c'était un T3, 56 mètres carrés.
Okay. Pendant le confinement, voilà, il n'y avait pas grand-chose à faire sans regarder Le Bon Coin. Donc, je l'ai trouvé depuis mon salon à Buenos Aires. Je me suis dit, lui, ça peut marcher. Voilà. Et donc, j'ai envoyé mes parents en éclaireur. Ils m'ont envoyé des photos. J'ai dit, je le prends. Voilà. Quelques mois après, c'était fait. Ensuite, donc ça, c'était donc une ville près de Toulouse. Après, j'investis à Béziers. Il y en a beaucoup sur le web, sur les réseaux sociaux, on voit qu'ils investissent à Béziers parce que justement, le prix au mètre carré est très bas. On est sur du 1000, 1200, 1300 euros. Ah ouais. C'est quand même une grande ville. On est à 20 minutes de la plage. Voilà. Et c'est vrai que c'est une ville qui est en train de se réhabiliter un petit peu. Le centre historique était un peu abandonné, un peu triste. Et là, il y a beaucoup de choses qui se sont faites ces dernières années. Et les loyers sont quand même aussi tout à fait corrects. Donc là, j'ai acheté un grand studio, 33 mètres carrés. Voilà, alors je l'avais acheté. Alors j'ai acheté un Pinel. Okay. Enfin, à une personne qui avait acheté un Pinel. Ah oui, d'accord, ok. Plutôt. Je vous rassure. En fait, donc cette personne avait acheté en Pinel. Lui, il était dans l'arrière-pays niçois. Il a dit, bon, Béziers, ça doit être une ville par là, j'achète. Enfin, il n'a aucune idée, sur plan, neuf. Voilà, il a acheté 50 000 €. Et moi, je lui ai acheté 30 000. Oh. Quelques années après, quoi. Vraiment très peu de temps après. Lui, en plus, il avait ses loyers plafonnés. Moi, j'ai fait quelques travaux. Je l'ai meublé. Je suis passée le loyer à 450 € sur un achat à 30 000. Donc, ça va. Voilà. C'est assez beau parce que ça fait 138 € de mensualité par mois. Et, magnifique. Ouais, bravo. Ouais. Et donc après, je me suis dit, c'est génial, tout marche. Donc, une autre ville dans le sud de la France, entre Béziers et Toulouse, Narbonne cette fois-ci. Donc là, un T2, une quarantaine de mètres carrés. Pareil, en meublé, longue durée. Donc, j'ai profité des vacances en France pour charger la voiture et aller le meubler, et, faire les derniers ajustements dans la location. Ok, génial, c'est hyper inspirant parce que tu fais tout ça à distance. Ouais. Et du coup, moi j'ai un truc qui me vient en tête, c'est t'as pas d'excuses, quoi, tu vois. J'ai exactement. C'est ça. Elle y arrive de Buenos Aires à trouver un truc sur le Bon Coin. Donc franchement, la personne qui dit n'y arrive pas, c'est qu'elle a pas envie. Ouais, c'est qu'elle a pas envie. C'est clair. C'est ça, c'est vrai qu'on parle beaucoup des biens off-market, que tous les biens intéressants sont off-market, sur le Bon Coin, il y en a plein. Il y en a plein. Merci. Merci de le dire, c'est ce qu'on dit souvent aussi. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu détestes dans l'immobilier ? Oula. Alors, c'est difficile parce que c'est quand même maintenant une passion, un investissement, quelque chose que j'aime. Alors, il y a beaucoup de choses, oui, qui prennent du temps ou pas mal de galères. Un truc que je déteste, je dirais peut-être les galères avec les travaux. Ouais. Ou les malfaçons. Par exemple, donc pour l'anecdote, j'avais fait, c'était mon deuxième appartement que j'avais fait meubler. J'avais posé une nouvelle cuisine, etc. Par une personne spécialisée, un artisan. Enfin, j'ai pas fait moi, de toute façon, je n'étais pas là. Et en fait, il y a quelques mois, j'ai reçu une photo comme quoi le meuble était tombé sur le locataire. Le meuble haut de la cuisine. Oula. Et c'est un truc que j'avais fait faire par quelqu'un. J'avais peut-être payé 1 000 € la pose ou plus. Et donc, heureusement, il n'était pas blessé. Il a eu quelques égratignures, mais ça aurait pu être grave quand même. Carrément, ouais. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'a particulièrement énervée. Les malfaçons ou le fait parfois d'être un peu naïve et faire confiance. Là, il y a dernièrement, justement avant le changement de locataire, j'avais fait passer une entreprise de ménage pour que justement ça soit nickel avant la prise des lieux. Donc ça, c'était vraiment à ma charge, je n'étais pas obligée. Donc j'ai payé quelqu'un peut-être 100 € et en fait, il a fait la moitié de l'appartement et il est parti. Et comme je ne l'avais pas vu, j'ai payé.
Et voilà, ça c'est les petites galères et on se dit, voilà, on profite un petit peu de la naïveté ou voilà, de faire la distance, hein, j'ai envie de dire, la distance. Et à distance, ouais, c'est un petit peu plus difficile pour les vérifications, on y arrive toujours. Mais voilà, la prochaine fois, j'attendrai quelques jours et que quelqu'un ait vérifié avant de payer les factures. Ouais, tout à fait. Ouais, ça te sert d'expérience après. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, comment dire, tu disais que tu avais tes proches, donc tes parents, etc., qui sont dans le coin. Qui effectue la gestion, donc les rotations? Est-ce que tu passes par une agence ou c'est toujours tes proches? Alors, agence principalement pour les 2 à Toulouse, agence pour le 3e, donc dans la ville de 10 000 habitants près de Toulouse. Là, je l'ai fait en direct, donc j'ai posté l'annonce, sélectionné, appelé les locataires et après, j'ai demandé à ce qu'un proche puisse se déplacer sur une seule journée. Donc, j'avais concentré toutes les visites, j'avais filtré 5 personnes, voilà, avec un quart d'heure de différence. Comme ça, ils se croisaient un peu, ils voyaient qu'il y avait quand même beaucoup de tension pour cet appartement. Et en fait, la personne qui est rentrée il y a 1 an et demi, elle n'a posé aucun problème. On échangeait de temps en temps par mail où je la prévenais quand il y avait quelque chose au niveau de la copropriété. Mais en fait, c'était complètement passif. Donc, c'est le seul que je gère en direct, on va dire. Okay. Et à Béziers et à Narbonne, ce sont des agences. Et est-ce que tu as trouvé facilement des agences pour gérer tes biens? Est-ce que tu as eu des déconvenus avec des agences ou est-ce que on t'a recommandé des agences et du coup tu as trouvé des gens qui sont très bien? Comment ça se passe? Parce que tu es dans plusieurs villes, donc tu as plusieurs agences différentes. Ouais. Il y a des différences de qualité entre elles. Oui, tout à fait. Par exemple, pour Béziers, on m'avait recommandé. Je travaille beaucoup avec des femmes aussi, c'est bien, les femmes auto-entrepreneurs qui ont leur agence. Okay. Donc voilà, en général, ça se passe très bien. Là, on m'avait recommandé une personne. Et par exemple, pour Narbonne, comme j'étais sur place, on m'avait recommandé l'agence, la grande agence Foncia qui gérait la copropriété. Et là, par contre, j'ai pas du tout accroché. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché sur le Bon Coin des annonces que je trouvais bien présentées, bien rédigées, avec des belles photos. Ok. Et j'ai appelé l'agence qui présentait ces biens. C'est intéressant. Très bonne idée. Ouais. Très intéressant. Il y a un tips. Un bon tips là. Et donc, je me suis dit, si elle, voilà, en l'occurrence, c'était une petite agence. Je me suis dit, elle présente bien. C'est vraiment un bien que je pourrais louer ou d'une qualité supérieure, en sachant que, voilà, il y a les meubles, la déco, je fais quelque chose de beau, quoi, un peu dans le haut du panier, on va dire, sur le marché. Et donc, j'ai cherché des biens similaires qui soient aussi bien décorés avec une annonce bien rédigée. Et j'ai dit, avec des prix aussi un petit peu au-dessus de tout ce qu'on pouvait voir. Je me suis dit, si elle arrive à louer à, je sais pas, 500 €, c'est que il y a quand même un marché. Et donc, je l'ai appelée et je lui ai dit, j'ai un bien similaire. Elle m'a dit, ok, j'arrive demain, je le visite. Et aussi, ce que je fais, c'est que j'envoie des photos pro. Oui. Je fais toujours passer un photographe. De toute façon, je déduis les honoraires dans le LMNP, LMP. Et ça, c'est super important d'avoir des belles photos, qu'on voit que le bien est lumineux, qu'il soit bien équipé. Donc, je lui ai demandé d'attendre le passage du photographe. Et puis, et voilà, elle a mis l'annonce avec les photos pro. Et en quelques jours, c'était loué, quoi. Très bien. Oh, je suis contente d'avoir posé la question. Et donc, du coup, la question d'après, c'était donc on t'a demandé ce que tu détestais, mais qu'est-ce que tu adores, qu'est-ce que tu préfères dans l'immobilier? Déjà, je suis contente de loger plus que décemment les gens, de leur offrir une belle qualité de logement, parce que finalement, on passe beaucoup de temps au travail, mais on passe aussi la moitié du temps chez soi peut-être. Donc, vraiment de leur offrir un confort et que pour pas grand-chose de plus, parfois on voit des taudis qui sont... On voit des annonces qui sont horribles et peut-être pour 20 € de plus, on a quelque chose super équipé, bien décoré, frigo américain, tous les équipements, etc. Donc, je suis contente d'être dans cette catégorie. Et ça me plaît dans l'immobilier et bien sûr, l'argent que ça rapporte, c'est le double effet. Trop bien.
Génial, merci pour ça. Alors, est-ce que tu as des mentors, des personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent aujourd'hui pour avancer dans l'immobilier? Oui, le premier, vraiment, c'était Yann Darwin. Il n'est pas très original, tout le monde le connaît. Et il continue, et c'est vrai que ça fait assez longtemps que je le suis. Je ne dis pas que je suis au début de son parcours, mais j'ai vu quand même son évolution, et voilà, ce qu'il fait maintenant, c'est juste incroyable. Mais même ses premières vidéos, ses explications, enfin la manière de vulgariser les choses, c'est, voilà, pour moi, c'est vraiment un mentor, ouais. Alors, on dit que l'immobilier n'est pas de tout repos. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager, une que tu choisirais, qui serait un peu, qui sortirait du lot, qui t'a marqué? Ouais, alors je ne vais pas vous resservir le meuble qui est tombé sur le locataire. Je dirais, je vais peut-être parler de l'Argentine parce que c'est un petit peu différent. Une anecdote qui m'a marquée, donc j'ai donné les 70% du bien. Alors déjà, c'est en cash, mais en cash, ça veut dire en liquide. Donc, on arrive avec tous les billets sur la table. Ouais. Ah ouais, et il y a une machine à compter les billets comme dans une banque, en fait. Mais ils peuvent pas faire des virements? C'est pas comme ça qu'ils fonctionnent? Non, non, tout est en cash. Ah, c'est chaud. Au final, tu avais une méga valise. C'est le truc de traverse la rue, là. C'est comme dans les films, quoi. Ouais, comme dans les films. Et au début, j'avais l'argent chez moi, et puis après, jusqu'au jour de la signature, et voilà. Il y avait un roulement chez moi, je voulais jamais que l'appartement soit seul. C'était assez compliqué. Et du coup, après, il y avait un organisme privé qui finançait les 30%. Donc qui était en collaboration aussi avec l'étude notariale. Et en fait, tout le monde est assez sympathique ici. Avec le Covid, ça a un peu changé, mais en tout cas, quand tu croises une personne, même si tu la connais pas, tu fais la bise au notaire, tu fais la bise à ton banquier, enfin, tu fais la bise à tout le monde. Okay. Et donc, il y a le notaire qui arrive, donc bien sûr, on se tape la bise, etc. On ne connaît pas du tout, puis c'est le notaire, très sympa, un jeune, et puis là, il arrive avec une enveloppe d'argent. Il le pose sur la table comme ça et il dit voilà les 30% restants, je suis passée juste avant à l'organisme financier, donc je vous les amène, comme ça c'est plus pratique. Et il a ramené 15 000 dollars comme ça sur la table qu'il avait dans sa poche, quoi. Et c'est quand même juste incroyable comme situation. Ah ouais. Ah non, mais là je suis choquée de ce que tu viens de dire en fait, parce que je m'imagine avec tous les biens. T'imagines à chaque fois que tu achètes un bien, tu dois ramener ta valise de pognon. Et en vrai, c'est méga dangereux parce que si t'imagines... C'est méga dangereux, ouais. Ou même qu'on te suit parce que... si quelqu'un est au courant, qui te suit... Okay. D'ailleurs, après le couple de vendeurs à qui on a acheté le bien, garder l'argent dans ce même lieu, on pouvait louer aussi des coffres forts. Comme ça, comme c'était, je sais pas, un vendredi soir et tout ça, ils ne voulaient pas sortir avec autant d'argent. Ah oui, donc, parce que... un coffre-fort et petit à petit, il sortait l'argent, il y avait moins de risques, enfin, il faut tout évaluer. Ouais, parce que le vendeur, après, il ne peut pas mettre cette grosse somme d'argent de billets sur une banque. Il ne veut pas, en fait. Il ne veut pas parce que, déjà, il déclare. Ok. Et ici, les déclarations, c'est pas trop ça. Enfin, voilà, il y a une grande partie de l'économie qui est informelle. Et donc... Il y a ça. Et ensuite, les banques, c'est pas très fiable, en fait. Par exemple, en 2001, il y a eu le pays a fait banqueroute, en fait. Et tous les gens qui avaient leur économie d'une vie, en fait, sur leur compte, on leur a retiré. Donc, par exemple, je sais pas, une personne qui avait, pour dire un chiffre, 50 000 € qui a économisé pendant 40 ans, etc., sans effet d'intérêt composé, enfin voilà, typique. Et du jour au lendemain, c'était zéro. Et puis, on a changé le taux de change. Enfin, c'est vraiment toute une galère. C'est vrai qu'en France, on se dit, oui, ce qui m'a marqué en France ces dernières années, c'est que même pour acheter quelque chose à 1 €, 1,50 €, on pouvait payer avec la carte. Ici, par exemple, si tu paies en liquide, c'est moins cher que si tu paies avec la carte. Donc, tu as beaucoup de liquide. Tu payes en liquide.
Ouais. Et du coup, les coffres où tu mets l'argent et pas dans les banques? Ouais. Une société privée avec les coffres. Attends, mais si la banque elle fait faillite, les coffres où il y a les banques, voilà. Mais si les coffres sont en dehors des banques ailleurs, ah ouais, d'accord. Donc du coup, en fait, ils n'ont pas confiance en l'État. Ouais. Pas dans les sociétés privées. Ouais. C'est l'État vraiment qui a pris l'argent quand il a fait banqueroute en 2 ans. Ça me génère en fait plein de questions du coup. Je me dis mais attends, du coup les sociétés là-bas quand elles payent les salaires, elles payent en cash ou pas? Non. Non, pas forcément. Là, ça peut être un virement. D'accord. Ok, donc toi, quand t'es allé dans une banque pour remplir cette valise d'argent? Alors moi, j'ai sorti l'argent en France. Ah. J'ai sorti l'argent en France. T'as demandé j'ai changé d'euros en cash à une banque. Elle a été ok. Oui, ça a été très compliqué d'ailleurs. Ah ouais. En fait. Et en plus, en France, ils sont très frileux, à juste titre, non? Et donc, ils me disaient, non, le convoyeur passe tel jour. J'en ai besoin pour cette semaine parce que du coup, en vacances, j'avais très peu de temps en France. Et ils disaient que non. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé à coût de 2 000 € à des proches qui ont retiré. Alors, déjà, 5 personnes, ça fait 10 000 €. Enfin, et petit à petit, comme ça. Après, j'ai fait une demande exceptionnelle pour retirer plus. J'ai envoyé à plusieurs banques et j'ai réussi, à coût de 2 000 et 5 000 € pouvoir constituer la somme. Mais pour retirer directement, je sais pas, 20 ou 30 000 €, c'est impossible. Et tu as dû la changer aussi, non? La monnaie. Ah ouais. Oui. Alors, une partie, j'ai changé en dollars. Et une autre partie, j'ai demandé au vendeur s'il acceptait des euros. Je crois que son fils est en Allemagne ou quelque chose comme ça. Il m'a dit que oui. Donc, on a fait l'équivalent. Et voilà. Donc, je lui ai donné des euros. C'est vachement intéressant parce qu'en fait, tu te rends compte que même si tu as beaucoup d'argent sur un compte en France pour pouvoir les retirer, tu peux aller te gratter. C'est très compliqué. Et surtout en quelques jours. Peut-être qu'au bout d'1 mois, si on fait la déclaration, on va voir du directeur, directrice d'agence. Non, mais attends, mais parce que dans le cadre... Je posais beaucoup de questions sur ce que j'allais faire de ces fonds. Oui. Et en plus, la guerre en Ukraine venait de commencer. Donc, ils étaient très méfiants que ça puisse financer quelque chose en Russie. Donc, j'ai dû faire une déclaration comme quoi c'était en Argentine, ça n'avait rien à voir, etc. Donc, c'était assez compliqué, cette partie pour retirer l'argent. Ok, hyper intéressant. Merci pour ce partage. Du coup, trop bien. Mais il y a aussi peut-être une autre anecdote qui est un petit peu hallucinante aussi. C'est-à-dire que sur l'acte authentique, il y a marqué que j'ai acheté le bien à 31 000 $, mais en fait, je l'ai payé 40 000. Donc, le notaire a certifié, qui lui avait l'enveloppe, du coup, avec les plus de 10 000 restants, que la vente s'est faite, mais c'est une pratique très courante, on déclare toujours moins sur les actes authentiques, justement, et il y a une partie qui est au black, en fait. T'as le notaire dans ta poche. Mais en fait, du coup, tout le monde fonctionne comme ça. Tout le monde fonctionne comme ça. D'ailleurs, le notaire, il a dit combien vous les déclarez, combien vous lui donnez. Alors, moi, j'ai dit, on déclare ce que je donne. Et le vendeur, il dit, non, moi, je voudrais déclarer 10 000 de moins. Il me dit, ça vous pose problème? Je sais pas, non, je ne crois pas. Je me suis jamais posé la question. Ah ouais, dis donc. Ouais. Et aussi, les mètres carrés ne correspondent pas. Ah ouais, c'est pas des vrais mètres carrés. Voilà. C'est pas la même chose ce qu'il y a dans l'acte authentique que si on mesure l'appartement. Donc en gros... Donc on paie beaucoup de frais de notaire en France, mais il y a quand même des vérifications qui sont faites et un système qui est quand même bien rodé. Ici, les frais de notaire, ils sont à 1%, 1,5%. On en fait ce qu'on veut. On met le prix qu'on veut, on met les mètres carrés qu'on veut. Okay. Puis ça veut dire que si tu revends après, la personne d'après, parce que tu sais, des fois, quand tu vois passer les anciens titres de propriété, tu sais au final combien la personne elle avait acheté avant. Et tu te dis, ah ouais, elle a fait une belle plus-value. Là, ou des fois, tu as des trucs en francs, tu fais, ah ouais, il avait acheté 200 000 francs. Maintenant, c'est 100 000 €. Il a fait x6. Donc là, en vrai, ton document, il vaut rien parce que tu ne sauras jamais combien le bien a été vraiment acheté ou vendu à l'époque. Oui. Et en plus, c'était pas la même monnaie, donc c'est impossible à traduire en fait. On a essayé de voir combien il avait acheté, mais
on n'a pas pu faire le calcul. C'est entre le changement de monnaie, la banqueroute de 2001, c'était impossible à savoir. Est-ce que le fait que tu sois française, les gens doivent le savoir, que tu es plutôt, du moins tu es cadrée dans ta tête, puisqu'on t'apprend à rentrer dans les cases en France. Et est-ce que du coup tu t'es pas fait arnaquer quelquefois, vu qu'ils ont ces pratiques-là, ils se disent peut-être c'est une Française, elle va rien comprendre. Non, pas tellement. Les gens sont quand même assez bienveillants. C'est sûr que pour les taxis à l'aéroport, il y a toujours des personnes plus malignes que d'autres. Mais non, en général, après, je parle espagnol sans accent, etc. Donc, c'est pas, ça se voit pas trop. En fait, même physiquement, ni rien. On ne pose pas trop de questions, on me demande jamais si je suis française. Donc, ça passe moins avec mes cheveux blonds. Voilà, peut-être Corinne. Ok, bon génial. Merci pour ce partage. Alors, on va terminer l'interview par le mot de la fin. Est-ce que si tu avais quelqu'un qui démarre l'immobilier en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais avec ton expérience à l'étranger du coup? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là qui a envie de se lancer et qui n'ose pas ou qui a peur? De foncer, cette personne a beaucoup plus à gagner qu'à perdre, en fait. Maintenant, le 110% est un petit peu plus compliqué, donc même s'il met des frais de notaire, même si c'est pas le meilleur achat ou avec la meilleure rentabilité, il a commencé, et puis il va le revendre, et puis finalement, après, petit à petit, ça fera boule de neige, et puis voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de mauvais achats, et qu'au pire, on peut quand même toujours rattraper. Ouais. Et d'avoir la vision de long terme, c'est ça aussi que tu décris, c'est de se dire, ok, même si c'est pas le meilleur investissement du monde, au moins tu as investi. Au moins, voilà, tu t'es bougé et tu as fait des choses pendant ces années-là. Ouais, okay. Tout à fait. Merci Lara. Merci beaucoup Lara. Merci pour ce partage. Merci à vous. C'était génial, j'ai adoré les parties sur l'étranger, c'est trop cool de découvrir comment ça se passe dans d'autres pays. On se rend compte qu'on est vraiment ultra rigide. Et ultra chanceux. Et ultra chanceux aussi dans le oui, et voilà. Mais il y a ses avantages à être ultra rigide du coup. Ouais. Écoute, merci et puis à très vite dans une prochaine vidéo du coup Lara. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. À bientôt. Ciao.